Bonjour à tous et bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Coca-Cola Euro-Pacific Partner avec Anne et Erwan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour Erwan. Comment ça va? Très bien. Nickel. Ouais, Ravi parfait. d'être ici. Ouais. Bon, bah top. Alors dans cette émission, on va parler diversité et inclusion, des valeurs qui sont ancrées dans l'ADN de Coca-Cola. Mais avant ça, on va passer au rituel de l'émission, le Pitch Me That. Et c'est toi, Erwan, qui va relever le challenge. Tu connais les règles du Pitch Me That. Ouais. 60 secondes pour pitcher Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est à toi. Bon, top. Coca-Cola Euro-Pacific Partner, CCEP pour les intimes. C'est le plus gros embouteilleur de boissons au monde. D'accord. Voilà, rien que ça, en fait, on s'occupe de la production, de la commercialisation, de la distribution de l'ensemble des boissons de la Coca-Cola Company. D'accord. Les boissons qui sont quasiment le plus bu au monde. Je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde où nos boissons ne sont pas présentes. Voilà, on produit aussi quelques autres boissons. Pour donner un peu quelques chiffres, on parle de 33 000 collaborateurs dans le monde, 29 pays et 42 usines, sachant qu'on produit le maximum localement. C'est aussi pour ça qu'on a 42 usines. Voilà. En France, on a par exemple 5 usines pour limiter au maximum notre empreinte carbone voilà. Et puis juste limiter le transport de chacune de nos boissons. Alors explique-nous ton rôle. Bravo déjà, hein. Ouais. Bravo, tu as parfaitement réalisé le Pitch Me That. Explique-nous un petit peu ton rôle au sein de Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Ouais. Alors moi, je suis en charge de la gestion des talents pour la France. Ça veut dire quoi? En des mots très simples, je m'occupe des 2600 salariés de la France et je définis une stratégie et tout un tas d'actions concrètes pour que chaque personne soit engagée et se sente développée. Et je travaille aussi évidemment pour m'assurer qu'on ait les bonnes personnes avec les bonnes compétences au bon moment et sur les bons postes. Voilà, tout ça dans un objectif évidemment de performance. D'accord. Et puis j'ai une deuxième casquette, parce que tout ce que je fais dans la gestion des talents, je le fais par souci d'objectivité. Bien sûr. Pour que chacune des décisions elle soit mesurable, compréhensible, et puis aussi avec une valeur qui, pour le coup, est importante pour moi, qui est l'équité. Et quand on parle d'équité, on parle aussi derrière d'inclusion. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai une deuxième casquette qui consiste à piloter notre ambition inclusion-diversité. On en reparlera. On en reparlera. Et Anne, alors explique-nous ton rôle au sein de la Coca-Cola Euro-Pacific Company. Je fais partie du service ressources humaines et je suis notamment référente handicap. D'accord. Et surtout, je suis une des volontaires du pilier handicap dans notre politique diversité et inclusion. Mais je crois qu'Erwan va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Il y a 5 piliers dans cette politique-là et Erwan va nous présenter ça tout à l'heure. Parlons de diversité et d'inclusion avec toi, Anne. On peut être issu de la diversité et accéder aux différents postes chez Coca-Cola. Comment ça se traduit dans votre recrutement? Alors, avant de parler de recrutement, je pense que ça peut être important de rappeler que, en fait, ces valeurs de diversité, d'inclusion, de vivre ensemble, elles font vraiment partie de notre histoire. Je te donne un exemple. Par exemple, pendant une publicité dans les années 50, aux États-Unis, au moment des émeutes raciales et de la lutte pour les droits civiques, Coca-Cola va mettre ensemble un jeune homme blanc et noir sur un banc public. C'est un banc public qui semble être un banc public ségrégatif. Et ils boivent ensemble un Coca-Cola. Tout ça pour dire que c'est vraiment dans notre histoire, dans notre ADN, cette notion d'inclusion et de vivre ensemble. Mais évidemment, on va les traduire à l'heure actuelle dans nos actions, dans des actions concrètes. Et puis, tu me parlais du recrutement. Alors, on peut donner plein d'exemples, mais sache que, par exemple, pour des postes de senior manager et au-dessus, il y a toujours une recruteuse et un manager ou une manager qui est recruteuse qui va intervenir dans ces recrutements.
on a vraiment l'idée d'avoir un process équitable et qui est non discriminant. Ok, parfait. Voilà. Après, il y a plein d'autres actions. Alors évidemment, nos recruteurs, ils sont formés sur les notions de discrimination, de biais inconscient. Mais ils vont même plus loin, puisqu'ils interviennent dans les écoles. Ils vont intervenir dans les écoles des quartiers. L'idée, c'est vraiment de présenter nos métiers, notre entreprise à ces jeunes des quartiers et de faire en sorte qu'ils se sentent légitimes, en fait, de postuler chez Coca-Cola, qui est une grosse entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment des actions qui permettent d'avoir un process de recrutement le plus large possible. Et dans votre sourcing également, je crois que vous vous entourez de structures qui vous permettent cette diversité. Oui, par exemple, on collabore avec Mosaïque RH, qui est un cabinet qui va nous permettre d'élargir notre sourcing et d'élargir les candidats qui vont postuler aux postes qui sont disponibles. Et l'idée, c'est vraiment de recruter les meilleurs et que l'origine sociale ne soit pas un frein, un obstacle à cela, quoi. Évidemment. Donc ça, c'est un exemple, mais on va aussi intervenir dans des associations. On travaille avec Nos quartiers ont du talent. Nos quartiers ont du talent, c'est une association qui travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes du 93. Et on va les accompagner. Alors, nos recruteurs vont les accompagner pour qu'ils puissent faire les meilleurs entretiens de recrutement possibles. Et puis, on va aussi intervenir auprès des jeunes, beaucoup plus jeunes même, qui sont en 3e. On va leur présenter nos métiers, on va leur faire visiter nos usines. L'idée, là, c'est vraiment que ces jeunes mettent le pied dans l'entreprise et dans une grande entreprise le plus tôt possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des actions recrutement. Ouais. Pour eux qui connaissent bien la marque, je pense, côté public, c'est aussi intéressant pour eux de découvrir l'interne de cette entreprise. Tout à fait, et de se dire, moi je vais pouvoir postuler à Coca-Cola, je suis légitime, j'ai déjà visité une usine, je sais comment ça fonctionne. Et puis, on va peut-être même un peu plus loin, donc tu me parlais de recrutement, mais moi je voulais aussi te parler en interne. En interne, on va proposer à nos collègues, mais qui le souhaitent, c'est vraiment il y a une notion de volontariat, peut-être d'accompagner des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. D'accord. On travaille notamment avec les Restos du Cœur et on va leur permettre d'accompagner du point de vue RH en termes de recrutement ces personnes-là pour prôner un peu cette notion de diversité, mais aussi en interne. Et d'ailleurs, ils ont accès à 2 jours de congé bénévolat, qu'on appelle 2 jours de congé bénévolat, qui peuvent leur permettre de mettre en place ces actions. Très bien, voilà. Très bien. Erwan, on parlait des collaborateurs. Comment on sensibilise les collaborateurs sur ces sujets d'inclusion et de diversité, notamment envers les personnes LGBTQ+, au sein de la structure? Ouais. Il y a 2 questions, du coup je vais prendre la première, la sensibilisation. Alors la première chose, mais je pense qu'on peut tous quasiment le voir dans le discours de Anne, toute cette énergie que Anne met au service de l'inclusion. Anne, elle n'est pas la seule, on est 100. On est 100 dans l'entreprise, 100 personnes qui sont nos ambassadeurs, on le voit sur mon t-shirt aujourd'hui, c'est-à-dire 100 volontaires. Ce n'est pas des rôles officiels, c'est sur la base du volontariat, des personnes qui portent ces valeurs d'inclusion, qui ont envie de changer les choses en interne, en externe aussi, et qui mettent juste leur énergie à disposition. Et ça, c'est énorme. Donc en fait, ces ambassadeurs, on les a répartis sur 5 axes. Notre ambition, inclusion, diversité, elle est sur 5 piliers. On a évidemment la diversité de genre, on a le handicap que tu représentes, Anne, on a les LGBT que tu viens de citer, on a aussi la diversité de génération et puis la diversité de culture et d'héritage. Et donc on a entre 10 et 30 personnes sur chaque pilier qui font déjà un diagnostic, qui sont à l'écoute des employés, pour être certain que tout le monde se sent bien, et puis ils mettent en place des actions. Alors, des actions transverses tout au long de l'année. Par exemple, en 2021, on a beaucoup insisté sur
des actions de sensibilisation sur les stéréotypes, tous les biais inconscients, toutes les choses qu'on fait ou qu'on dit au quotidien et qui peuvent blesser. Voilà, c'est pas intentionnel de notre part, évidemment. On n'est pas des méchantes personnes, mais ça blesse sans qu'on s'en rende compte. Donc on a beaucoup insisté là-dessus tout au long de l'année. Et puis, on a aussi des actions qui suivent un peu l'actualité. Par exemple, en mars, il y a la journée internationale des droits des femmes. Nous, sur Mars, on a dédié ce mois à sensibiliser les hommes, mais pas que, aussi les femmes, voilà, sur le rôle des femmes en entreprise, sur les difficultés qui existent encore. Il ne faut pas être naïf, il y en a encore, trop. On a par exemple organisé des petits déjeuners entre les femmes de Coca-Cola Euro-Pacific Partners et puis François, notre directeur général. On a organisé des Vie ma vie, des hommes et des femmes qui changeaient de job le temps d'une journée, tout niveau, évidemment. On a organisé aussi des sessions d'échange autour de la parentalité. D'accord. Alors là, ce n'était pas que des femmes, c'était des jeunes parents, des jeunes papas, des jeunes mamans, partager un peu comment ils arrivent à équilibrer leur vie, parce qu'on sait que c'est quand même un moment assez compliqué. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'était mars. Évidemment, en juin, on a fait la même chose. On a célébré le mois des fiertés. On a beaucoup sensibilisé, mais je vais revenir là-dessus dans un petit moment. Et puis, là, ce qui arrive, grâce à l'action de Anne et puis à des 30 collaborateurs qui sont des ambassadeurs du handicap pour nous. En décembre, il y a la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Nous, sur toute la fin novembre et le début décembre, on va faire un mois dédié au handicap. Il faut savoir que Coca-Cola est partenaire d'énormément d'événements sportifs, aussi de personnes, de champions paralympiques. Donc on les fait intervenir et on va parler du handicap sous le prisme du sport. Bien sûr. Voilà, l'idée, c'est de sensibiliser, mais de manière un peu différente. OK. Et puis tu m'as parlé des LGBT. Exactement. C'est ça, ouais. Alors, sujet complexe en France, faut être honnête. On est encore dans une société judéo-chrétienne, une société où on a encore du mal à aborder certains sujets, les orientations sexuelles, mais pas que, les orientations ethniques, multiculturelles, etc. On le voit au quotidien, on est en période présidentielle, on va encore l'entendre. Nous, ce qu'on fait, c'est insister énormément sur la sensibilisation. Je parlais des stéréotypes, on est en plein là-dedans pour les populations LGBT. Donc c'est comment on met en place des formations, c'est ce qu'on a fait là, cette année, une formation ouverte à tout le monde pour expliquer finalement tout ce que peut ressentir une personne LGBT, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et puis on ne s'arrête pas juste à la sensibilisation, on va aussi essayer d'améliorer tous nos process. Je prends un exemple, il y a 5 mois maintenant, on a mené un audit de tous nos process RH pour être certain qu'ils étaient inclusifs d'un point de vue LGBT+. D'accord. Et puis, alors, je vais prendre quelques exemples, mais des choses très concrètes, typiquement sur nos process de gestion de la mutuelle. On a changé des toutes petites choses qui sont des détails des termes, pour beaucoup, des termes exactement. Ouais. Par exemple, on ne parle plus de père et de mère, on parle de parent 1, parent 2. D'accord. Encore une fois, des petites choses, mais en fait super importantes, parce que quand on est deux papas, deux mamans… Qui peuvent irriter peut-être. Ça irrite, ça exclut. Ça exclut, c'est plus… Voilà, On parlait, Anne, tout à l'heure de diversité de genre, qui est un des piliers. On va parler évidemment de parité homme-femme. Qu'en est-il du traitement, des salaires, des promotions chez Coca-Cola ? Alors pour donner quelques exemples et puis peut-être revenir, on est sur l'index égalité homme-femme qui est quand même un index dont on parle en France. On est à 99% sur cet index-là. Il faut savoir qu'il n'y a que 2% des entreprises françaises qui obtiennent ce score-là. Okay. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. On a d'ailleurs 48% des senior managers et au-delà, donc c'est-à-dire des personnes, des salariés qui sont jusqu'au comité de direction, qui sont des femmes. Et c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. On le travaille aussi avec des réseaux. Les salariés peuvent aller dans des réseaux. Donc il y a un réseau qui s'appelle Women at Coke, qui est ouvert aux femmes, mais aussi aux hommes, bien évidemment. Et puis il y a un réseau qui s'appelle Factoriel, qui est un réseau qui travaille spécifiquement sur les métiers en usine. Parce qu'on sait que sur ces métiers-là, on a besoin de recruter des femmes et qu'il y a une difficulté à recruter des femmes.
on a eu des réussites, quoi. C'est important de le dire. On a, sur nos 5 usines, il y a 2 usines qui sont dirigées par des femmes. Donc, on sait que c'est des métiers quand même où on a des difficultés à recruter, mais 2 femmes sur 5 directeurs sont des femmes. Et puis, notre patronne de la supply chain, de toutes ces usines et puis des métiers qui sont connexes, eh ben, est une femme, vient d'être nommée, est une femme. Elle s'appelle Francesca Faure. Et donc, c'est vraiment, voilà, on sent qu'on avance et que c'est ce travail de longue haleine qui fait qu'il y a cette égalité. Sur le comité de direction, il y a 12 personnes et il y a 6 femmes. Donc, on est sur une parité. Une parité, voilà, exactement. Exactement. Erwan, tu me parlais tout à l'heure d'un nouveau genre, d'une enquête, d'un nouveau genre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. En plus, c'est de l'actualité chaude, parce que c'est en ce moment. Oui, effectivement. L'enquête, on l'a lancée il y a 10 jours et elle se termine là vendredi. C'est une première pour une entreprise française, je crois. Quasiment, en fait, parce que les entreprises françaises prennent le pouls de leurs collaborateurs, quasiment toutes, au travers d'enquêtes d'engagement classiques. Maintenant, il faut passer aux actes derrière. Après, il faut passer aux actes, mais à la limite, c'est encore un autre sujet. Mais si je reviens aux ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure, les ambassadeurs, ils sont à l'écoute des salariés au travers, on fait souvent des sessions in your shoes, des sessions d'écoute. On réunit une trentaine de personnes sur une thématique, un de nos 5 piliers, et puis on les écoute pour être certain de connaître les irritants et puis pouvoir du coup juste les enlever. Sauf qu'en fait, quand on veut accélérer, et c'est ce qu'on souhaite faire, à un moment donné, ça ne suffit plus. On a ressenti le besoin de partir à l'écoute des 2600 collaborateurs français, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ça passe par une étude, une enquête, forcément. Et en France, poser des questions sur certains sujets, c'est plus que compliqué, en fait. On n'a pas le droit de le faire. La CNIL met des garde-fous pour les très bonnes raisons, protection des données individuelles, etc. Donc là, on a travaillé énormément avec les équipes juridiques pour comprendre ce qu'on avait le droit de demander, comment le demander, parce qu'en fait, on peut faire des choses, mais d'une certaine manière. Et donc là, on a lancé une enquête avec un objectif très, très simple, c'est d'être certain que, quelle que soit sa diversité de genre, quel que soit son handicap, quelles que soient ses préférences sexuelles, religieuses, ses origines culturelles, tout le monde ait exactement le même sentiment d'appartenance, le même sentiment d'engagement, le sentiment d'être développé de la même manière, etc. Et donc pour faire ça, on a lancé une enquête. Il y a 2 parties. Première partie assez classique. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu te sens écouté? Tu te sens valorisé? Est-ce que tu as des opportunités de carrière? Plutôt classique. Et puis une deuxième partie où on va clairement demander à nos collaborateurs, alors évidemment sous couvert d'un anonymat total et une grande confidentialité, d'ailleurs on n'est pas obligé de répondre à ce questionnaire, on va demander mais tes préférences sexuelles, tes préférences religieuses, ton âge, ton genre, la situation professionnelle de tes parents, pour comprendre aussi les origines sociales. Et ça va nous permettre vraiment de comprendre si on a une population qui est plus ou moins engagée qu'une autre. Et donc de cibler nos actions pour que l'année prochaine, quand on refait la même enquête, finalement il y a un sentiment, tout le monde est bienvenu, c'est ce qui est notre motto, notre leitmotiv, que ça soit une réalité. Oui, bon, parfait. Alors, résultat dans 2 semaines. Eh bien oui, résultat dans 2 semaines et on espère que ça va être parfait. J'en suis convaincu. Anne, toi tu fais partie du groupe Handicap. Tout à fait. Au sein de l'entreprise avec une trentaine de volontaires. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi est-ce que l'on parle de personnes en situation de handicap? C'est vrai que souvent on dit handicapé, personne en situation de handicap, on ne sait pas trop, etc. Moi, je trouve que sur le plan professionnel, personnellement, il faut utiliser le terme personne en situation de handicap parce qu'on peut comprendre le handicap seulement par rapport à une situation. Si je veux être plus précise, tu peux avoir une déficience légère mais qui va avoir des conséquences importantes sur ton travail. Et au contraire, tu peux avoir un problème de santé qui est plus grave et puis qui n'a aucune conséquence sur ton travail. Donc, c'est vraiment la situation et ce n'est pas le handicap en lui-même. On parle de ça sur le plan professionnel. Et c'est vrai que nous, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est vraiment de faire en sorte que tous les salariés, quel que soit leur handicap, puissent faire leur métier
le mieux possible et dans les meilleures conditions. Peut-être, comme tu dis, de comprendre et de s'adapter à la situation de handicap. Tout à fait, on est vraiment sur la situation. Ouais. Parce qu'il y a des handicaps qui sont visibles et il y en a qui sont invisibles. Explique-nous un petit peu ces différences. Ouais, c'est une super question et d'ailleurs c'est un thème qu'on avait traité l'année dernière auprès de nos collaborateurs pour les sensibiliser un petit peu à ce handicap invisible. Il faut savoir qu'il y a 85% des personnes qui sont en situation de handicap qui le sont depuis l'âge adulte. D'accord. Et que 80% des handicaps sont invisibles. Et c'est quoi un handicap invisible? Ça peut être une déficience visuelle, une déficience auditive, ça peut être un handicap dû à une maladie chronique en fait. Bien sûr. Donc c'est important vraiment de se dire qu'il n'y a pas que le handicap visible, mais il y a aussi ce handicap invisible et que ces personnes-là vont travailler et il faut aussi s'adapter à ces handicaps. Et alors concrètement, quelles sont les mesures mises en place chez Coca-Cola en faveur des personnes en situation de handicap? Alors, depuis 2012, il faut savoir qu'on a intégré 66% de plus de salariés en situation de handicap. Mais on a vraiment mis un coup d'accélérateur depuis 2 ans. On a travaillé, sensibilisé nos collaborateurs et surtout avec la mise en place de ces piliers, il y a 30 volontaires, mais ce sont des volontaires de tout métier, pas seulement des RH, mais vraiment de tout métier, qui vont mettre en place et qui ont déjà mis en place des actions pour que cette cause avance. Voilà. Donc, peut-être tu vas me dire, mais c'est quoi ces actions? C'est ça. Voilà, sois plus concrète, donne-nous des exemples, etc. Déjà, je peux vous annoncer en avant-première qu'on vient de signer une convention avec l'AGEFIP. D'accord. Certains ne savent peut-être pas ce que c'est l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est un organisme d'État qui accompagne les entreprises et qui va leur aider à structurer leur plan d'action sur ce sujet-là. Donc, on va travailler sur la formation, la sensibilisation, la communication, mais aussi le recrutement. On a prévu 40 recrutements de personnes en situation de handicap sur les 3 ans. Il va y avoir aussi des questions d'aménagement, de maintien dans l'emploi. Donc, c'est des choses évidemment qu'on fait déjà, mais on va accélérer sur ces sujets avec l'aide de l'AGEFIP. Donc ça, c'est un plan sur 3 ans. D'accord. Mais on agit déjà dans le groupe au quotidien et avec les volontaires. Et puis, donc Erwan en a déjà parlé un petit peu, il a dévoilé les choses, mais sur le mois de mi-novembre à début décembre, on va sensibiliser nos collaborateurs. Et l'idée, c'était de sensibiliser sur les différents handicaps et d'avoir un peu une division différente du handicap. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre comme thème sport et handicap. D'accord. Donc, c'est aussi mettre en avant un peu le dépassement de soi qu'il peut y avoir avec le handisport. Donc, comment ça va se traduire dans les faits? On a des ateliers handisport et avec une association qui s'appelle Spécial Olympique qui là travaille plutôt avec des enfants déficients mentaux qui vont être proposés à nos collaborateurs. Ils vont pouvoir en usine, au niveau de nos équipes commerciales, faire des activités handisport. Donc, foot cécité, je sais qu'à Marseille, ils vont notamment faire un foot cécité. Donc, on a des footeux et qui vont s'essayer à l'exercice. Eh ben, parfait. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une conférence. On a une conférence avec un athlète qui est médaillé para-olympique des JO de Tokyo, donc en aviron, qui s'appelle Antoine Gézel, qui va intervenir et qui va... il y a une animation de cette table ronde avec un salarié. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que nous apprend cette pratique à haut niveau du sport sur le plan professionnel. Donc, on va essayer de répondre à cette question au mois de novembre. Donc, et vraiment de sensibiliser nos collaborateurs. Oui, parce que Coca-Cola est partenaire d'événements sportifs. En fait, on voit Coca-Cola quasiment partout. Bien sûr. Dans tous les stades, dans tous les événements. Et puis, je peux raconter une anecdote personnelle, mais il y a 3 semaines, quasiment 1 mois maintenant, il y a eu le triathlon de Deauville. Bien sûr. Coca-Cola est le partenaire numéro 1 du triathlon de Deauville. Et puis, voilà, pour une petite anecdote, cette année, on avait que 100 personnes parmi les 2600 salariés. Et d'habitude, on est 300 ou 400. Ah oui, c'est une massif, vraie équipe. Cette culture du sport chez Coca-Cola, elle est omniprésente.
Mais pourquoi je dis ça? C'est que le lien avec le handicap, c'est qu'on a donc le fameux partenariat avec Special Olympics. On offre la possibilité à qui le veut de terminer son triathlon main dans la main. Super. Avec une personne porteuse d'un handicap, souvent un handicap mental. Et ça, en termes de fierté, c'est juste dingue. Voilà. Donc ça sensibilise. Ouais. Et puis la fierté, elle est partagée. Parce que voilà, ces personnes handicapées mentales, en fait, elles ont aussi la banane pendant le dernier kilomètre. Donc c'est incroyable comme émotion. On sait que dans les entreprises, souvent, il y a beaucoup de collaborateurs qui n'osent pas se déclarer, qui n'osent pas expliquer qu'ils sont en situation de handicap. Est-ce que tu aurais un petit mot là-dessus, toi, chez Coca-Cola? Avec Anne, on a beaucoup travaillé en 2021 et puis on va continuer parce que c'est un vrai sujet. Parce que faut avoir en tête que déclarer son handicap, ce n'est pas non plus anodin. Oui. Toi, tu le mentionnais, Anne, 80% de handicap invisible. Bah oui. Le déclarer, c'est le rendre visible. Donc le rendre visible, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement, on s'expose au regard des autres, qu'on n'avait pas forcément avant. Bien sûr. On peut aussi avoir la croyance, ce qui n'est pas vrai, mais quand on ne connaît pas bien les politiques de l'entreprise, on peut se dire que la carrière va être freinée, moins d'opportunités, ou tout simplement on peut ne pas le déclarer par méconnaissance des dispositifs en place. Et donc nous, ce qu'on fait, mais au quotidien pour le coup, avec les ambassadeurs, c'est de sensibiliser, expliquer à quoi on a le droit, expliquer comment nous, on est là pour accompagner, pour lisser ce handicap quelque part, que le handicap ne soit plus un handicap dans le monde professionnel. Et sauf que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc tant que le handicap n'est pas déclaré, c'est difficile pour nous d'agir. Donc c'est aussi le message qu'on essaye de porter pour que les gens se sentent plus à l'aise. J'ai une question, parce qu'évidemment, c'est vraiment porteur de sens ce que vous faites. Quel sens vous avez trouvé dans vos missions, Erwan? Je vais peut-être revenir sur d'où je viens, pour expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. J'ai 16 ans d'expérience professionnelle, 15 passés dans le conseil. Ouais. Et il y a 18 mois, un peu moins de 2 ans, j'ai senti un peu ce besoin d'être capable d'expliquer à ma famille, à mes 2 filles, à mes amis ce que je faisais. Quand on est dans le conseil, ce n'est pas évident. Petite quête de sens peut-être. Quête de sens, c'est exactement ça. Et du coup, la première fois j'ai rencontré Véronique, la DRH de Coca-Cola Euro-Pacific Partner, on a beaucoup parlé de ça. Et c'est là, elle m'a dit, mais nous, on a une vraie ambition inclusion diversité. En plus de ta casquette gestion des talents, est-ce que tu voudrais contribuer? Et là, c'est évident qu'en termes de quête de sens, justement, ça, on dit en anglais un ring the bell. Tout de suite, j'ai dit oui, mais ça va au-delà de mon expertise de gestion des talents. C'est ce que je fais au quotidien. Ce que je raconte à mes collègues, ce n'est pas forcément ça. Ce que je raconte, c'est comment on contribue pour faire de Coca-Cola Euro-Pacific Partner une entreprise inclusive, mais aussi au-delà en fait, de nos murs. Bien sûr. Je pense qu'on est en plein dedans. Et Anne, quant à toi, quel sens as-tu trouvé dans cette mission? Évidemment, moi c'est une cause qui me tenait à cœur personnellement, mais le fait de s'engager, j'ai trouvé d'autres avantages parce que j'ai discuté, j'ai fait avancer les choses avec les membres du groupe et puis j'ai rencontré des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés dans l'entreprise puisqu'on vient d'horizons différents. Et ça me fait avancer évidemment personnellement, mais ça me fait aussi avancer dans mon métier, dans mon propre métier. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir la possibilité de s'engager sur des missions qui sont un peu différentes de ce qu'on fait au quotidien. Et ça donne aussi du sens parce que s'engager sur la diversité et l'inclusion, évidemment, ça donne du sens à son métier, à son engagement dans l'entreprise, au fait d'être chez CCEP. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'au quotidien, du coup, est-ce que ça vous aide aussi à être ambassadeur au quotidien de la diversité et de l'inclusion? Bien sûr. Moi, je sais que maintenant, c'est un sujet que je vais porter auprès de ma famille, auprès de mes amis, parce que voilà, j'ai développé aussi des connaissances. Voilà. Donc, oui, c'est sûr. C'est quelque chose qui reste pas dans la sphère professionnelle, mais qui va au-delà. Bon, parfait. Erwan, une petite conclusion sur cette émission sur la diversité et l'inclusion. Oui, bien sûr.
Ce que j'ai envie de dire aux conclusions, et puis à tous les futurs candidats, c'est Coca-Cola, Euro-Pacific Partner, on est connu pour nos boissons, on est connu pour nos marques. Bien encore sûr. une fois, dans le monde entier, on n'est pas forcément connu en tant qu'employeur. Et c'est aussi ça qu'on voulait véhiculer avec Anne, c'est-à-dire venez nous rencontrer. Et en fait, j'en suis convaincu, une fois que vous aurez parlé avec nous, vous aurez envie de nous rejoindre. On a une politique de RSE autour du climat qui va bien au-delà de ce qu'on peut lire dans la presse. Je tenais à le dire, c'est une vérité. On ne communique pas forcément beaucoup dessus en externe, mais on fait énormément de choses. Et beaucoup de choses restent à faire. Et puis sur notre culture inclusive, notre culture collaborative, et puis la performance au sens large. Voilà, je pense qu'on est vraiment très en avance sur beaucoup d'autres entreprises. Donc venez nous rencontrer. Eh ben, venez rencontrer Anne et Erwan. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler d'inclusion et de diversité sur le plateau d'Unlock. Merci Anne, merci Erwan. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez, eh bien évidemment, retrouver les posts disponibles chez Coca-Cola Euro-Pacific Partner, eh bien direction le Career Center ou la page LinkedIn de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Si vous avez apprécié cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à commenter. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission d'Unlocked, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.